Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Jean-Claude Clément de l'association Virage Énergie Climat Pays de Loire. D'ordinaire, nous faisons une newsletter mensuelle, revue de presse sur la transition. Mais ce mois-ci, on a voulu innover dans la forme et dans le fond en nous focalisant sur les très importantes annonces du gouvernement dans le mois écoulé et en les présentant sous forme de vidéo avec une présentation PowerPoint. En effet, le mois dernier, la Première ministre Elisabeth Borne a présenté devant le Conseil national de la refondation CNR la répartition des 10 milliards d'euros supplémentaires engagés dans la transition écologique, dont 7 milliards seront dépensés en 2024. Puis il y a eu la déclaration d'Emmanuel Macron, suivi la divulgation des travaux élaborés par le SGPE, Secrétariat général à la planification écologique. Une synthèse des travaux est indiquée, est disponible à l'adresse qui est indiquée sur le slide. Alors, les enjeux de ce plan de transition sont majeurs. Ils engagent le pays sur une trajectoire de décarbonation ambitieuse à l'horizon 2030 pour reconnaître un énorme travail d'analyse et de définition d'une stratégie énergie-climat cohérente et systémique. Les slides suivants vont présenter les grands enseignements de ce plan. Alors, les étapes de la planification. Il y a eu des travaux de planification en co-construction avec un certain nombre de groupes de travail de septembre 2022 à juillet dernier. Qui ont porté surtout sur les volets décarbonation, biodiversité et eau, gestion de l'eau, Euh, et également sur la question du financement. Ce plan serait censé être approfondi avec les volets adaptation, santé et ressources, qui commencent seulement à être abordés. Donc ça a impliqué une mobilisation de pas mal d'acteurs et des mobilisations en particulier interministérielles, la mise au travail de pas mal d'experts et de parties prenantes. Euh, Par ailleurs, il y a eu une forte activité réglementaire qui a déjà été produite sur le premier semestre avec les textes de loi d'accélération des énergies renouvelables et du nucléaire. D'autres annonces sur l'eau, le vélo et ce genre de choses. Et euh, se profile le projet de loi de finances 2024. Donc là, il y a, ce sont les 10 milliards dont on vient de parler. Et puis, dans le courant du dernier trimestre, il y a la mise en consultation d'orientation assez importante dans le cadre du projet de stratégie nationale de bois carbone, la SNBC. Donc ça, c'est la troisième version. La PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, et de la stratégie nationale de la biodiversité. Et tout ceci devrait être synthétisé dans le projet de loi de programmation énergie-climat, donc LPEC. Sans parler de la loi industrie verte, de la loi d'orientation agricole, du nouveau programme d'adaptation au changement climatique, aux sujets directement liés au thème qui nous intéresse. Il y a de fortes chances quand même pour que tout cela produise un embouteillage législatif conséquent. La LPEC risque donc de subir quelques retards. Alors, il y a d'abord dans ce planification un constat, un, un feedback sur le respect des budgets carbone, c'est-à-dire ce que le pays est censé respecter en termes d'émissions gaz à émissions de effet de serre pour rester dans les cordes de l'accord de Paris. Donc en jaune, là, vous avez les émissions annuelles, en bleu, les puits de carbone mesurés, et la courbe en rouge représente le cumul des écarts au budget annuel sur l'ensemble de la période. On peut constater que sur la période
2015-2018, on a assez allègrement dépassé nos budgets carbone et nous avons quelque peu rattrapé ce retard. Ensuite, sur la période 2019-2023, ceci étant essentiellement lié à la baisse d'activité due à la crise du Covid. Alors, il y a un phénomène quand même très inquiétant dans tout ça, c'est l'évolution des puits de carbone, dans ce que vous voyez en bleu, puisque on est passé de 35 millions de tonnes équivalent CO2 en 2015 à 13 en 2022. Il y a donc un danger de- d'affaiblissement pérenne de ces puits de carbone. Alors les sols et surtout les forêts stockent moins de carbone et cette moins grande efficacité étant directement liée au changement climatique, mortalité des forêts, feux de forêt, etc. Alors, face à ce constat, les objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030, c'est quand même moins 55% par rapport à 1990. Donc ce slide présente les objectifs de réduction par secteur d'activité. Donc la phrase qui est indiquée ici résume bien ce qu'on doit faire, hein. Nous devons aujourd'hui réussir à faire davantage en 7 ans que ce que nous avons fait ces 33 dernières années. Voilà. Donc, il y a du boulot. Euh, alors, les émissions étaient estimées à 544 millions de tonnes équivalent CO2 en 1990. Le niveau actuel, c'est 408 et on devrait passer à 270 en 2030. Les secteurs les plus mis à contribution sont l'industrie, les bâtiments, les transports et la production d'énergie. L'agriculture est moins impactée. Il y a une certaine prudence par rapport aux émissions agricoles. Et prudence aussi quant à la contribution des puits de carbone compte tenu des incertitudes déjà évoquées les concernant. Alors, l'atteinte des objectifs implique des mesures complémentaires par rapport à ceux qui sont déjà engagés. En effet, donc, oui, ici, donc, la baisse de plus de 160 millions de tonnes équivalent CO2 de 2019 à 2030 doit tenir compte de la hausse tendancielle des émissions via l'augmentation de la population et du PIB. 45% de cette baisse est embarquée par des mesures déjà engagées ou en cours de déploiement, mais 55% doivent faire l'objet de nouvelles mesures soumises à concertation et des mesures restant à documenter. Donc là, c'est un terme un peu vague, sans doute pour recouvrir certaines technologies qui ne sont pas forcément matures en ce moment. Par exemple, le recours aux captures et stockage de carbone pour pallier à la décroissance des puits de carbone naturels. Alors, dans le plan, donc dans le rapport de synthèse qui est disponible sur le site du gouvernement, il distingue les actions suivant 6 familles, donc mieux se déplacer, les transports, mieux se loger, donc le résidentiel, mieux préserver et valoriser nos écosystèmes, puisque le plan de la planification écologique recouvre non seulement l'aspect purement énergie-climat, mais également biodiversité et préservation des écosystèmes. Mieux produire, donc l'industrie, la production d'énergie également. Mieux se nourrir, donc là c'est essentiellement lié bien sûr au secteur agricole. Et mieux consommer, donc là je dirais que c'est plus la prospective, le plan n'est pas encore extrêmement détaillé à ce niveau-là. Alors, pour chacun de ces secteurs, il y a des objectifs qui ont été estimés, donc en fonction des différentes mesures qui pourraient être prises. Par exemple, pour mieux se déplacer, l'objectif à 2030, c'est de baisser de 36 millions de tonnes équivalent CO2, les émissions du secteur des transports.
Donc, par exemple, moins 11 millions devraient être liés à l'électrification des véhicules. Et puis, il y a toute une série de mesures qui sont également concernées. Pour le logement, c'est également 28 millions de tonnes de réduction. Mais le gros morceau, c'est quand même la production. Donc, moins 113 millions de tonnes équivalent CO2, surtout dans l'industrie, les transports logistiques, puisque les transports et logistiques sont compris là-dedans, l'énergie les bâtiments tertiaires. Mieux se nourrir, moins 13 millions de tonnes équivalent CO2. Et mieux consommer, il n'y a pas encore énormément de projections sur ce thème. Donc, pour les transports, les principales mesures concernent le choix de la voiture électrique légère, un objectif de 15% de véhicules 100% électriques en 2030 contre seulement 1% aujourd'hui. Donc, comment atteindre cet objectif? Ben, par le renforcement de l'aide à la conversion, en jouant sur les bonus, la prime à la conversion, l'offre de leasing social à 100 euros par mois. Par contre, il y a assez peu, enfin, on évoque également le durcissement des malus pour encourager l'achat et la production de véhicules plus petits et plus légers, mais je ne sais pas si c'est vraiment défini avec précision dans le déploiement des bornes de recharge sur tout le territoire, la révision des avantages fiscaux liés aux flottes d'entreprises et véhicules de fonction. Ensuite, bah, il y a bien sûr l'utilisation des transports en commun. Pour inciter 3 millions d'automobilistes à choisir les transports en commun plutôt que la voiture, il est prévu d'investir dans les infrastructures. Donc là, avec l'intermobilité, avec notamment un plan de 100 milliards d'euros d'ici 2040 pour le ferroviaire, dont le projet de service express. Le covoiturage. Donc là, ce qui est envisagé, c'est l'objectif de 3 millions de trajets quotidiens à l'horizon 2027 contre 900 000 aujourd'hui. Et ceci permettrait d'économiser 4,5 millions de tonnes de CO2, soit 1% des émissions de gaz annuelles. Voilà, donc ça c'est un point important. Alors, la sobriété, là, il faut faire évoluer notre organisation collective et les comportements pour réduire les déplacements. Le plan alors formule une hypothèse assez ambitieuse. On imagine 7 millions de salariés en télétravail 3 jours par semaine et 5 millions de Français qui choisissent un tourisme plus local, moins de 1000 km par an. Donc ça permettrait d'avoir des gains importants. Le fait d'avoir des véhicules particuliers sobres et légers, donc remplacer les véhicules thermiques les plus polluants par des véhicules neufs plus performants et plus sobres. L'usage des bus et des cars. On prône beaucoup l'électrification des bus et également des poids lourds d'ailleurs. Alors, les biocarburants, on en reparlera lorsqu'il s'agira de parler des pressions sur la biomasse. Il y a donc euh, il y a, il y a des mesures pour essayer de réussir le tournant du 2G, enfin donc des biocarburants de deuxième génération, donc non issus des cultures alimentaires, donc avec des cultures dédiées, du genre Miscanthus par exemple. Les financements de l'installation des premières usines 2G, enfin, l'identification de potentiels fournisseurs étrangers de biocarburants 2G, candidats export. L'efficacité énergétique des avions, donc le fait d'avoir des avions plus performants, hybrides, électriques ou à hydrogène. Et la sobriété dans l'aérien, je dirais que là, c'est assez embryonnaire, renforcer les clauses environnementales,
Là, je ne vois pas trop de notion de taxation supplémentaire de l'aérien, ce qui est un peu dommage. Pour le logement, donc moins 28 millions de tonnes comme objectif. Donc, de l'énergie renouvelable et décarbonée pour le chauffage des logements, supprimer 75% des chaudières à fioul, baisser d'environ 20% les chaudières à gaz, hors pompe à chaleur hybride. Donc là, on estime qu'on peut avoir jusqu'à 40% de, de baisse. Donc pour y parvenir, donc il y a, comme vous le savez, un soutien assez massif au développement de la filière pompe à chaleur, avec l'annonce d'Emmanuel Macron sur le fait d'avoir 1 million de pompes à chaleur fabriquées en France. Interdiction des nouvelles chaudières au fioul depuis, enfin, ça c'est déjà le fait, hein, c'est depuis juillet 2022. Voilà, donc une série d'incitations mesurées. Des rénovations plus performantes et mieux accompagnées. Donc là, on veut favoriser les rénovations profondes permettant d'obtenir de meilleurs résultats en matière de performance énergétique. Donc là, bah, je dirais que c'est tout ce qui était autour de l'accompagnement autour de ma prime Rénov'. Donc avoir donc priorité donnée aux passoires thermiques. Euh, donc des aides adaptées à- avec ma prime Rénov'. Alors des mesures pour saisir les moments clés propices à la rénovation, vente, vacances d'un logement, ravalement de façade et de meilleurs contrôles et mesures d'impact. C'est souvent là où le bas blesse dans ce processus de rénovation. Euh, Là, on peut, je dirais, avoir une objection à ce plan, c'est le fait de mettre l'accent plutôt sur le changement des modes de chauffage avec la pompe à chaleur, qui est quand même vraiment mise en avant. Si la pompe à chaleur fonctionne sur un logement qui est mal isolé, son efficacité est très sujette à caution. Donc, il faut vraiment, vraiment insister sur la rénovation globale, afin que le fait de parler de rénovation plus performante et mieux accompagnée ne soit pas un vain mot. Pour la production, l'industrie, donc, une mesure phare, c'est la décarbonation des 50 sites industriels et des 4 filières les plus émetteurs de CO2. Donc là, bah, c'est là où on parle beaucoup de captage et stockage de carbone, les technologies CCS, qui là, effectivement, quand on est face à des industries lourdes, il est sans doute possible de recourir à ce genre de technique sans que ça coûte des sommes complètement astronomiques. en- et avec des technologies d'ailleurs énergivores au passage. Donc ceci peut être possible. Donc là vous avez un indicateur qui montre les objectifs de baisse pour euh, sur ces 50 sites industriels. Il est certain que les technologies de capture de carbone par exemple, la captation directe dans l'atmosphère, ça paraît, je dirais, des technologies qui sont absolument pas matures actuellement et puis qui, je pense, seraient parfaitement ruineuses. Donc, très difficilement envisageable pour pallier à la déficience des puits de carbone naturels. Ensuite, donc, il y a diminué l'impact environnemental de nos flux logistiques pour réduire l'empreinte carbone donc des transports de marchandises, de la logistique. Donc là, je dirais que quand on parlait de transport tout à l'heure, c'était plutôt le transport individuel.
enfin des particuliers. Et là, je dirais, il y a les transports qui sont le transport de marchandises qui sont compris dans la production, ainsi d'ailleurs que la rénovation des bâtiments tertiaires. Euh, donc, là-dedans, l'impact environnemental des flux logistiques, il y a l'augmentation de la part du ferroviaire de 10 à 18% et du fluvial de 2 à 3%. L'électrification des poids lourds. Alors, il y a même des projets d'autoroutes électriques, c'est-à-dire que il y aurait des voies, enfin des autoroutes spécifiques pour les transports de marchandises. C'est des dispositifs qui sont, je crois, déjà expérimentés en Suède et en Allemagne. Et je crois qu'il y a un essai en Alsace. Enfin, il est projeté un essai en Alsace. Euh, voilà. Alors la production d'énergie plus propre, ben là on va y revenir puisque c'est quand même un des aspects qui nous intéresse le plus à Virage Énergie Climat. Donc on va y revenir plus en détail par la suite. Euh, L'accélération de la rénovation des bâtiments tertiaires. Donc là c'est, je dirais, je dirais c'est à peu près les mêmes fonctions que pour les bâtiments euh, individuels, enfin les bâtiments des particuliers, mais il faut également avoir des actions plus spécifiques, par exemple en suivant l'application du décret tertiaire qui gère les baisses d'émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments de type tertiaire. La promotion de l'économie circulaire, donc ça c'est la sécurisation de l'accès aux matières premières. Donc ça, c'est un point très important. C'est le fait qu'il faut s'assurer de la disponibilité de certaines matières premières critiques, en particulier les métaux du type lithium, cobalt. Donc là, il faut modérer la demande, donc avoir de l'efficacité, de la sobriété, et sécuriser les besoins en métaux primaires et développer le recyclage. Donc là, il y a effectivement lieu d'engager une diplomatie des métaux, puisque il est certain que nous ne serons pas autosuffisants dans ce type de métal et on ne doit pas remplacer une dépendance aux énergies fossiles par une dépendance aux métaux nécessaires à la transition. Alors, on revient sur le thème de l'énergie. Donc là, quelle stratégie pour l'énergie? Donc là, vous avez l'évolution de la consommation d'énergie finale prévue entre 2021 et 2030. Donc on part de 1821 TWh en 2021 et on compte baisser à 1520 en 2030, soit une baisse de 17%. Alors comment on y arrive? En premier lieu, donc, une baisse de recours aux énergies fossiles, donc 427, euh, moins 427 TWh liés à ces énergies fossiles. Une électrification rapide des usages, donc avec les véhicules électriques, les pompes à chaleur, la production d'H2 par électrolyse. Et en dernier lieu, le recours accru à la bioénergie et autres chaleurs renouvelables. Euh, donc, vous avez donc le recours accru à la bioénergie, ça passe par, bon, bien sûr, la biomasse, mais il y a une certaine réhabilitation du solaire thermique et de la géothermie. Pour la baisse d'énergie, là, ça dépend énormément des succès qu'on va reporter au niveau de l'efficacité énergétique et donc la rénovation des bâtiments en particulier, l'électrification. Et ceci devrait compenser, être suffisamment
euh, crédibles pour compenser des consommations supplémentaires liées à la réindustrialisation, puisque quand même ce plan implique une réindustrialisation certaine de la France, et puis d'autres technologies comme la production de l'hydrogène et le CCS, enfin le stockage de carbone. Alors, au niveau de l'énergie, il y a des enjeux de bouclage au niveau de l'électricité avec un risque réel de déséquilibre offre-demande dès 2030. Donc ça, ce sont des résultats de simulation euh, de, de RTE en particulier. Donc sur le graphique, donc à gauche, on voit les prévisions de consommation d'électricité à l'horizon 2030, basées sur les trajectoires par secteur d'activité. Et la modélisation de base prévoit une consommation de 588 TWh par an et une hypothèse haute à 640. Donc l'hypothèse haute, c'est en fait, ça tient compte du fait que il est possible que nos objectifs de rénovation n'aillent pas assez vite, par exemple. Enfin, donc la rénovation des bâtiments, euh, voilà. Et donc, il peut y avoir des écarts assez significatifs des demandes en fonction de est-ce qu'on va plus vite ou moins vite dans la sobriété et l'efficacité. Et donc à droite, c'est une fourchette des productions d'électricité estimées en 2030, avec une hypothèse basse basée sur une extrapolation des tendances actuelles, donc 558 TWh, et une hypothèse haute avec un volontarisme accru sur les énergies renouvelables à 591 TWh. Le déficit production-consommation pourrait donc atteindre 80 TWh dans l'hypothèse la plus défavorable. D'où nécessité de pousser, comme il est dit dans le plan, pousser tous les curseurs au maximum. Alors, nucléaire et renouvelable. Donc, un effort industriel majeur. Il faut tenir les trajectoires de rénovation et l'amélioration de disponibilité du parc nucléaire. Donc ça, c'est une hypothèse optimiste avec une prévision de 360 TWh en 2030, alors que en 2023, on est à 300, 330. Alors certes, il y aura peut-être la mise en service de l'EPR de Flamanville d'ici là, mais ça implique que les réacteurs existants continuent à fournir bon an, mal an, leur électricité, alors que nous avons vu très récemment les problèmes de corrosion s'opposent, enfin les problèmes de sécurité qui s'opposent dans bon nombre de ces réacteurs. Donc c'est une hypothèse manifestement très optimiste. Et par ailleurs, ça implique le maintien du calendrier des parcs éoliens offshore et un doublement du rythme d'installation solaire. Alors, là encore, des hypothèses sur le nucléaire à l'horizon 2035, nécessité de prolonger les tranches nucléaires au-delà de 60 ans. Donc ça aussi, ça nous paraît plus qu'optimiste et pas prouvé. Euh, à l'horizon 2050, de toute façon, quel que soit le scénario choisi, enfin c'est bien indiqué dans les scénarios de RTE de l'année dernière, refonte complète du système électrique. Et en parallèle, besoin de sécuriser nos objectifs de maîtrise de la demande, donc avec l'effacement, les flexibilités et d'efficacité énergétique dans tous les secteurs. Donc la situation sera très tendue en 2030 au niveau de l'électricité. Et donc là, c'est une explicitation du thème pousser tous les leviers au maximum sur le nucléaire et sur l'ensemble des ENR, donc prôné par le SGPE. Mais vous voyez cette phrase enfin, qui
est quand même assez significative, même avec une ambition maximaliste sur le nucléaire. On ne couvrira pas plus de 55% de notre approvisionnement en électricité en 2035. Donc ça, c'est vraiment dans l'hypothèse la plus optimiste pour le nucléaire. Donc c'est vraiment euh, un point qui devra être discuté dans les années à venir, à quel point on peut faire confiance au nucléaire pour résoudre nos problèmes de couverture énergétique. Dernier point, enfin un point sur également qui peut être préoccupant, c'est attention sur la biomasse. Pour les bioénergies, les ressources locales de biomasse ne suffisent pas à répondre aux besoins en 2030 et au-delà. Alors vous avez trois types de sources d'énergie de biomasse. La biomasse liquide, c'est-à-dire les biocarburants. La biomasse solide, c'est essentiellement le bois énergie. Et la biomasse gazeuse, eh bien, c'est le biogaz, donc la méthanisation. Au niveau de la biomasse liquide, donc là, il y a une très forte hausse de la demande. Donc, sur le graphique jaune et gris, là, c'est la demande actuelle. On peut constater qu'il y a beaucoup d'importations déjà. Donc, c'est des biocarburants de première génération avec des cultures dédiées. Et la projection 2030 fait apparaître une croissance assez énorme de la demande et qui ne pourra pas être couverte manifestement par des ressources supplémentaires mobilisables. Bon, donc là, eh bien ça, il y a donc vraiment une recherche à faire sur le biocarburant 2G et également, pardon, et également sur est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de biocarburants à l'horizon 2030? Pour la biomasse solide, la situation est un peu moins critique. Il y a quand même quelques ressources supplémentaires enfin, mobilisables. Là, en bleu, c'est la forêt, par exemple. Donc, les prélèvements en forêt peuvent être légèrement augmentés. Et donc, il y a quand même un petit écart entre les besoins estimés et ce qui peut être produit. Et pour la biomasse gazeuse, donc c'est là où il y a vraiment un écart très important entre la production actuelle et les besoins estimés à l'horizon 2030, qui devra être complété euh, partiellement, hein. Il y a encore un petit écart entre les besoins et la production possible. Donc, qui devra être complété par des ressources supplémentaires mobilisables, essentiellement des effluents et déchets animaux, des résidus de culture et des cives, c'est-à-dire des cultures intermédiaires à vocation énergétique complémentaire. Et dernier point sur l'énergie, la chaleur renouvelable, qui est un enjeu majeur de la stratégie énergétique. En effet, la chaleur, c'est quand même 43% de la consommation d'énergie primaire et dont seulement un quart d'origine renouvelable. Donc là, il y a le choix de développer l'ensemble des sources de chaleur renouvelables, biomasse et biogaz, donc on l'a vu précédemment, les pompes à chaleur, la géothermie et le solaire thermique qui revient quelque peu en grâce alors qu'il était complètement éclipsé toutes ces dernières années, et un recours plus important au réseau de chaleur. Donc, pour 2030, on compte 100 TWh de chaleur renouvelable en plus. Là, vous voyez, en bleu, c'est donc le recours aux pompes à chaleur. Vous voyez qu'on pourrait passer de 26 en 2019 à 92 ou 102 en 2035. C'est une croissance extrêmement forte. Pour l'agriculture, eh bien, je dirais que les mesures qui sont proposées
la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture, une production agricole plus durable, l'évolution de l'alimentation. Eh bien, ça ressemble assez furieusement aux préconisations du scénario After 2050 de Solagro. Je ne dirais pas qu'il y a, comment dire, un plagiat, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent texto, le changement profond des pratiques de fertilisation azotée, avec le développement des légumineuses et le moindre recours aux entrants des engrais. Euh, la baisse des émissions du secteur de l'élevage, donc avec une évolution du régime alimentaire vers un peu moins de viande. Euh, voilà, donc c'est quelque chose là favorise le développement de l'agriculture biologique. Alors que bon, ces temps-ci, l'agriculture biologique n'était pas vraiment très favorisée par le gouvernement. Le plan de développement des légumineuses, bon, la lutte contre les pertes, le gaspillage alimentaire, le développement des programmes alimentaires territoriaux, etc. Donc beaucoup de choses qui sont qui ressemblent beaucoup à ce que propose After 2050, peut-être en moins développé, quoi. Enfin, puisque les réductions d'émissions des gaz à effet de serre de l'agriculture, c'est moins 13 millions de tonnes estimés par le plan, alors que bon, le secteur est quand même un des plus forts, enfin un des grands émetteurs de GES en France. Là, il y a un indicateur intéressant, c'est le linéaire de haies prévu. Donc là, vous voyez donc la haie en tant que pratique agroécologique à favoriser. Donc vous voyez que bah, ce linéaire de haies diminue jusqu'en 2020 et on essaie de relancer la culture des haies, enfin de l'implantation des haies pour atteindre en fait en 2030 à peu près le niveau de 2017-2018. Donc l'inversion de la tendance à la baisse, à l'arrachage systématique des haies. Voilà. Donc en conclusion, bah, on peut dire que ce travail de planification écologique qui a été produit par le SGPE, bah, c'est quand même, il faut reconnaître, un travail de fond très sérieux et détaillé. Et beaucoup de choses, finalement, justifient a posteriori les pionniers de la scénarisation, donc Negawatt, After 2050. Il y a beaucoup de choses qui étaient prônées dans ces différents scénarios qui se retrouvent texto dans le plan du SGPE. Donc, on peut dire que les thèmes de la transition ont fini par percoler même dans la haute fonction publique, ce qui n'était pas gagné à l'origine. Donc, ça, c'est quand même un point important. Mais donc, c'est un plan très détaillé, très documenté. Mais est-ce que ce plan trouvera un soutien politique et financier suffisant pour sa réussite? Là, je ne mets pas, je dirais, en cause le gouvernement et enfin, Emmanuel Macron. Mais est-ce que dans la population, on va trouver suffisamment d'adhésion pour que ce plan ne soit pas morné? Enfin, il y a un écart flagrant entre la précision des trajectoires qui est décrite par le SGPE, avec une flopée d'indicateurs de toutes sortes pour suivre les réalisations concrètement, et puis bah, le flou quand même assez relatif des annonces présidentielles, mis à part le million de pompes à chaleur, le leasing social pour les véhicules électriques, enfin, ce genre de choses. Mais on est resté quand même un peu dans le flou dans les annonces.
Des solutions doivent être trouvées pour pérenniser les investissements massifs requis pour la transition. Donc là, on a parlé des 10 milliards prévus en 2023-2024. Mais est-ce que nous arriverons à pérenniser ces investissements sur les décennies à venir? Enfin, on s'engage quand même. Là, on parle de 2030, mais en fait, l'horizon réel, c'est 2050. Avoir, disons, donc il y aura un effort continu à faire. Donc, est-ce que nous allons avoir les reins suffisamment solides financièrement, étant donné que nous avons une situation, la France est dans une situation financière quand même très dégradée, puisqu'on est en déficit public depuis maintenant 50 ans. Ça fait 50 ans que nous sommes en déficit, enfin que l'État est en déficit, et que la dette a très largement explosé. Donc Emmanuel Macron a proposé de proposer à l'Europe que les investissements liés à la transition ne soient pas compris dans les calculs de déficit de la France, enfin, les investissements publics. Est-ce que ça passera? C'est pas du tout évident. Donc c'est un programme qui, comme le disait le comment le responsable président du Shift Project, là, Ozano, c'est un programme qui pourrait mettre la France en marche dans la voie de la transition. Mais il faudra trouver la façon de le faire valider par la majorité de la population. Alors, il est question de COP, enfin, donc conférence des parties régionales, dans les mois à venir, pour justement avoir une sorte de mouvement descendant des, de ces éléments extrêmement techno finalement enfin, qui viennent d'en haut, essayer de les faire redescendre et de les faire euh, partager par un plus grand nombre. Mais sous quelle modalité, on ne sait pas encore très bien. Donc on verra. C'est donc quelque chose qui doit être, il est nécessaire que la majorité de la population, la grosse majorité de la population adhère enfin, disons, à cette trajectoire de transition. Bon, cette trajectoire, bon, on a quand même quelques divergences avec ce qui est proposé, en particulier sur la place du nucléaire, qui est éminemment indérogeable, hein, surtout à court terme, puisqu'elle ne résoudra pas nos problèmes d'ici 2030-2035. Et quid de la compétitivité du nucléaire par rapport aux énergies renouvelables d'ici 2035? On peut se poser la question au vu des évolutions des dernières années. Est-ce que l'énergie nucléaire ne va pas être un gouffre à financement public qui risque d'assécher ce qu'on devrait apporter au développement d'énergies renouvelables plus rentables? Une question que peut se poser. Et en conclusion, je dirais, ce plan du SGPE, cette planification écologique, c'est très beau, faut reconnaître, hein, c'est un peu comme une cathédrale, mais on espère qu'elle ne devienne pas une petite chapelle en ruine, ou pire, une usine à gaz de plus, puisque en France, on est très fort pour produire des usines à gaz. Voilà, merci.